The global insurance industry is more than a market. It's a movement powered by 3 million professionals around the world. Together, we support communities as they rebuild after disaster. Help businesses through risk and uncertainty. Protect individuals as they plan for brighter futures. This impact isn't possible without people. That's why we attract, grow, and retain the very best talent. Because when every voice is heard, when every person feels they belong, we don't just build careers. We build a better tomorrow. Belonging builds 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 tomorrow. La plupart des gens sont déjà entrés dans le webinaire, donc je crois que vous pouvez commencer, mais c'est à vous de décider. Non, mais on peut commencer. Moi, je me disais, est-ce qu'on donne encore une petite minute pour les derniers pour arriver? Mais voilà, on veut bien commencer si vous pensez que la majorité est déjà dedans. Voilà, goedemiddag iedereen. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis très contente qu'on peut être passé la prochaine heure avec vous. Ik ga in het Nederlands spreken, want mijn collega Marie gaat in het Frans spreken. Dus, maar niets is natuurlijk... iedereen kan zijn vragen in zijn eigen taal stellen op het einde. We stellen voor dat... want wij zien jullie momenteel niet. Dus we stellen voor dat wij... ons stukje presenteren. Moest er echt een brandende vraag zijn, dan vragen we misschien aan iemand van Mars om ons dan even dat te zeggen. Voilà, dus we zijn eigenlijk heel blij om hier vandaag te zijn rond het topic Mind Health, dat voor ons een heel belangrijk topic is. En zowel als verzekeraar als werkgever. En daarom zijn wij hier ook samen met Marie. Want wij zijn eigenlijk met AXA eigenlijk al een aantal jaren hebben wij Mind Health reports gedaan op Europees niveau. Dit jaar hebben wij de resultaten van de 4e gepresenteerd aan het publiek. En we willen jullie eigenlijk vandaag eventjes daarin meenemen. Wat doen wij precies? Van waar komt deze methodologie? En wat halen wij eruit? En ik zal dan daarna vanuit mijn dagdagelijkse job, en ik ben Chief People Officer van AXA Belgium, zal ik eigenlijk meegeven wat dat wij als werkgever concreet eigenlijk doen met al de rapporteringen en alles wat dat wij van cijfermateriaal krijgen rond gezondheid en hoe dat wij dit kunnen incalculeren in onze HR-politieken. Voilà, dus dat was een korte intro. Ik geef eventjes het woord aan Marie, die zichzelf ook zal voorstellen. En dan stel ik voor dat Marie start met de presentatie van de reportings. Ja, dank u Alice. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc voilà, en effet, mon nom est Marie Allais et je travaille chez AXA maintenant depuis plus de 10 ans. 6 ans en HR, justement en tant que Compenben, et depuis 6 ans maintenant en live, en tant que Product Manager Health Innovation. Donc, dans ce cadre-là, je suis vraiment de près les évolutions et le contexte du marché de la santé, avec une attention particulière, évidemment, ces dernières années, sur la santé mentale. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un aperçu des résultats de l'AXA Mind Health Study, avec un focus, évidemment, sur la population belge. Comme l'a dit Els, depuis 2020, AXA mène cette étude avec comme objectif de mieux comprendre les enjeux qui sont liés à la santé mentale de la population, pour identifier les besoins, les attentes et les préoccupations en matière de bien-être psychologique, pour pouvoir leur proposer justement des solutions innovantes et adaptées à nos assurés.
Alors, cette démarche a une base scientifique assez solide pour agir efficacement, non seulement à la prévention, détection précoce et au traitement des problématiques liées à la santé mentale, et évidemment, au travers de ces différentes initiatives que Health nous présentera tout à l'heure, nous verrons que cette étude offre également une vision précieuse pour les employeurs. Alors voilà, cette enquête dont nous avons reçu et présenté les résultats à partir du mois de mars 2025 a été menée en octobre et novembre 2024 auprès de 17 000 personnes dans 16 pays dans le monde, avec une diversité évidemment de genre, d'âge, de profession et de région. Les résultats sont donc représentatifs de chaque population nationale et pour la Belgique, il s'agit de 1000 répondants. Alors, plusieurs éléments rendent cette étude particulièrement précieuse. D'abord, le questionnaire, qui comprend une quarantaine de questions, a été rédigé et validé par des professeurs d'université en Europe, et notamment le professeur Lode Goderis de la KU Leuven. Elle est menée dans 16 pays. Donc, cette collaboration avec d'autres pays permet de situer la Belgique dans un contexte international et de voir justement comment notre pays se positionne par rapport aux autres. Enfin, elle est menée depuis 2020 et c'en est la 4e édition. On dispose donc aujourd'hui de données comparatives et on peut voir l'évolution des enjeux et des comportements d'une année à l'autre et d'une région à l'autre. Alors, cette étude, pour faire cette étude, on a dû créer un index, l'AXA Mind Health Index. Pourquoi? Parce que pour mesurer le bien-être mental dans un contexte international, pour comprendre et surveiller les tendances, mais il faut qu'on ait un index qui soit validé scientifiquement. Alors, le Mind Health Index, il est composé de 3 éléments importants. D'abord, les modificateurs de bien-être, qui sont en fait des faits, des événements sur lesquels on n'a pas de prise. C'est l'insécurité économique, sociale, les changements qu'on subit tous. Le deuxième élément est justement, quelles sont nos réactions face à ces événements qui changent? Quelles sont les initiatives qu'on prend? Est-ce qu'on prend des initiatives, des actions positives, ou justement, on ne fait rien, il y a une absence d'action? Et ensuite, c'est la combinaison entre les modificateurs de bien-être et les actions qui sont prises ou pas, qui aboutissent à un certain sentiment positif ou négatif de bien-être. Et c'est pour ça que vous allez voir, on a 4 catégories sur le bien-être mental. Donc, on a les personnes flourishing, c'est les personnes qui s'épanouissent, qui ont une excellente santé mentale et qui sont en fait en mesure de faire face justement à ces fameux modificateurs dont je viens de parler. Évidemment, ils sont touchés ou atteints par les modificateurs de bien-être, mais ils arrivent à trouver une parade, ils arrivent à poser les actions positives pour leur permettre de maintenir un certain équilibre et un certain état de bien-être. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont toujours heureuses, qu'elles ne sont touchées par aucun événement, simplement elles ont mis en place une stratégie d'adaptation. La deuxième catégorie, ce sont les getting by, ceux qui vont de l'avant. Ils sont un peu moins épanouis que les flourishing, mais ils ont aussi un certain état de bien-être légèrement plus fragile. Enfin, on a la catégorie orange, déjà ça annonce que ça va un petit peu moins bien. Ce sont les personnes languissantes, languishing. Ces personnes commencent à être réellement démotivées et ne sont pas capables d'atteindre leur potentiel. Enfin, la dernière catégorie, struggling, les personnes qui sont en difficulté. Là, ce sont des personnes qui ont d'importants problèmes de santé mentale avec un risque accru de troubles psychologiques. Et donc, au travers de toutes les questions du Mind Health Report, les participants vont être répartis dans l'une ou l'autre catégorie par thématique abordée. Voilà, donc les bases étant posées, nous pouvons maintenant plonger dans les résultats de la population belge. D'abord, un petit résumé des différents thèmes que nous allons aborder. D'abord, l'état de santé mentale des Belges reste relativement stable par rapport à l'année dernière. Ensuite, on voit qu'il y a 2 groupes qui sont particulièrement vulnérables, ce sont les femmes et les jeunes de moins de 35 ans. L'information circule bien en Belgique, oui, mais on verra à quel prix, puisque on voit que l'impact des médias sociaux est important sur la santé des Belges, mais en particulier des jeunes. Et enfin, au niveau
plus de la vie professionnelle, on voit que la charge mentale, la santé mentale a un impact sur le travail ou vice-versa. Le travail a un impact sur la santé mentale. Nous le verrons également au travers des différentes questions, mais surtout après par l'intervention de Else qui pourra quand même nous éclairer sur les différentes initiatives qui peuvent être prises pour pallier à ce genre de stress. Alors voilà, comme je l'ai dit, le premier constat, le bien-être mental des Belges est stable, il ne s'améliore pas. Quand on voit sur les 3 dernières années, c'est important de voir qu'à l'heure actuelle, on a pratiquement 50% de la population qui est dans les couleurs orange et rouge, donc languishing et struggling. Ceci est quand même une moins bonne nouvelle et appel à l'action. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on voit que c'était 33% de la population, 27 et 11% qui étaient dans cette catégorie-là. Et depuis 2023, confirmé par 2024, on est à 47 à 49%. Donc, on voit cette stabilité, par contre, des gens qui s'épanouissent. Là, on reste aux alentours des 22-24%. Et ce sont vraiment les gens getting by, dont je disais qu'ils avaient trouvé des stratégies d'adaptation, mais c'est eux qui basculent essentiellement vers le languishing. Et donc, il y a une attention particulière à apporter à ces gens-là. Alors, comment peut-on expliquer d'un côté cette stabilité par rapport à l'année passée, mais surtout quand même ce mauvais résultat et cette presque majorité de la population qui ne se sent pas très bien. Là, je ne vous l'apprends pas. Les facteurs externes ont évidemment un impact. Ces facteurs externes, eh bien, tout le monde les subit, comme on l'a dit, ce sont les modificateurs de bien-être, et on comprend que chaque personne adopte une stratégie d'adaptation différente à ces facteurs. Ce qui est certain, c'est que 50% de la population est impactée par l'incertitude sur l'avenir. Cette incertitude, elle est causée dans le contexte géopolitique, qui d'ailleurs n'arrête pas d'évoluer et dont on n'arrête pas d'entendre parler, que ce soit sur les médias sociaux, à la télévision, dans la presse. Donc forcément que ça a un impact, mais elle est aussi causée par cette instabilité sociale, professionnelle et financière. On note également le sentiment de solitude et d'isolement, la pression causée par la technologie et l'intelligence artificielle, et évidemment le stress au travail. Alors, à la question « Souffrez-vous actuellement d'un problème de santé mentale ?» 30% ont répondu par l'affirmative. Alors, 30% c'est beaucoup, ça reste stable, mais ça reste beaucoup, avec la dépression et l'anxiété étant assez diffus, 12 et 14%. C'est cohérent, évidemment, avec les chiffres dont on vient de parler, où on dit que la moitié de la population est struggling ou languishing. La question clé est de savoir, donc, qu'est-ce que nous, en tant que société et en tant qu'employeur, comment on va gérer ces fluctuations de population? Comment vois-tu les choses dans ce contexte, Else? Je pense... Ja, en ik ging Nederlands spreken. Sorry. Dus ik denk dat het... Als werkgever volgen wij ook onze absenteïsmecijfers bijna dagelijks op en zien we ook wel dat er momenteel constateren wij toch wel een stijging van het absenteïsme. En we zien ook dat dat een tendens van de maatschappij is. Dus het is niet enkel bij ons, maar het is algemeen een tendens. En wat doen wij als werkgever? Wel, het opvolgen is één ding natuurlijk. Gaan kijken van oké, zijn er ergens specifieke hotspots in het bedrijf waar dat we echt moeten ingrijpen met specifieke maatregelen. Maar wat dat die cijfers ons ook wel geven, is veel informatie waarmee dat we dan eigenlijk bepaalde actieplannen kunnen gaan bouwen rond. Moet ik curatief tussenkomen? Moet ik preventief tussenkomen? Wat kunnen we bieden aan onze medewerkers zonder aan de andere kant compleet paternalistisch te worden? Hè? Want de medewerkers moeten ook hun eigen gezondheid in hand nemen. Maar ik denk wel dat het als werkgever belangrijk is om bepaalde kaders te kunnen geven en bepaalde hulpmiddelen te kunnen geven aan medewerkers, die ze dan zowel binnen het werk, maar ook in hun eigen privécontext kunnen opvolgen. Dus ik denk toch dat dat belangrijk is. En ik denk dat we de keuze niet meer hebben door het groeiend absenteïsme, want dat heeft ook wel echt wel een impact op de werkvloer. Dus we moeten er wel aandacht voor hebben.
Okay, merci beaucoup. Donc voilà, évidemment, nous reviendrons plus en détail tout à l'heure sur ces différentes initiatives. Maintenant, évidemment, j'ai parlé des populations vulnérables. Et en effet, les jeunes de moins de 35 ans et les femmes sont les cibles les plus vulnérables, en Belgique comme en Europe d'ailleurs. Alors, les femmes souffrent effectivement plus de ce type de problème. En tout cas, elles l'expriment en souffrir. Pour les jeunes de 18 à 25 ans, on voit que ça a augmenté quand même de 14 points depuis 2023, ce qui est énorme. Et on peut considérer que ça correspond au passage entre la vie d'étudiant et celui de travailleur, un changement de vie, augmentation de charges de travail, de responsabilités, sans parfois être vraiment bien encadré dans un marché du travail extrêmement tendu. Alors, cette population, on se doit d'être particulièrement attentif parce que des problèmes mentaux qui se manifestent à un jeune âge peuvent évidemment s'aggraver plus tard dans la carrière. Et donc, c'est particulièrement important en tant qu'employeur de leur fournir le cadre dès le début. J'imagine, Else, que tu partages cet avis. Ja, dus ik kan alleen maar bevestigen dat wij in onze absenteïsmecijfers ook wel een stijging zien van het absenteïsme bij deze jongeren. Wat we bijvoorbeeld ook gezien hebben, is dat we toch wel een attrition of een uitvloei hebben van deze categorie, die eigenlijk soms al vertrekt nadat ze nog geen 2 jaar in dienst zijn. Dus ik denk dat we ook tijdens COVID wel hebben gemerkt hoe belangrijk onboarding is voor deze jongeren en hoe belangrijk het is om hen de juiste opleiding en tools te geven om hun job eigenlijk te leren. Want door COVID, maar ook door veel meer telewerk, zien we dat die jongeren soms ook wel wat meer aan hun lot worden overgelaten en minder regelmatig omringd zijn door collega's waar ze iets van kunnen leren. Dus dat is echt wel een heel belangrijk aandachtspunt. En dus zetten wij volop in een goed onboardingproces, het geven van een soort van buddy-systeem. Een jongere die onboard wordt, dat er toch een collega is die specifiek, of de manager, die zich specifiek bezighoudt met die onboarding. En dat we ook echt wel gaan inzetten in de juiste opleiding, zodat zij zich wel gewapend voelen om de job eigenlijk goed aan te kunnen. En daar dan hopen we dat we een stukje mee ondersteunen om hen eigenlijk met vertrouwen in die professionele wereld te kunnen binnenkomen. Oui, donc c'est clairement l'encadrement ici qui est primordial pour ces jeunes qui débutent dans leur vie professionnelle. Ik denk het wel dat dat heel belangrijk is. Het zal zeker niet de mirakeloplossing voor alles zijn, maar ik denk dat dat zeker wel deel uitmaakt van hetgeen dat we moeten doen als werkgever. Ja. Tout à fait. Et cet encadrement, de toute façon, on pense qu'il doit être maintenu tout au long de la carrière. Quand on voit les chiffres, ici, on voit qu'il y a un bien-être qui s'installe après 55 ans. Et donc, dans cette population-là, il y a 40 personnes, 40% de la population qui n'est déjà plus active. Donc, ces chiffres, on voit quand même qu'entre 18 et 55 ans, on se trouve de 43% à 38% presque de manière stable dans un contexte d'insécurité professionnelle. Et donc, voilà, je crois que ça aussi, c'est une piste, c'est un indicateur qui montre que tout ce que l'employeur peut mettre en place au cours de la vie professionnelle pour aider les gens à gérer leur vie privée, professionnelle et vraiment retrouver cet équilibre est primordial. Et ça, je pense que nous en aurons des illustrations tout à l'heure. Alors, le troisième axe, ici, c'est qu'on va quand même venir avec une bonne nouvelle. C'est que les Belges ont confiance dans le système de santé publique. Et ce, par rapport aux autres Européens, c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit que plus de 70% de la population déclare savoir comment reconnaître les symptômes, savoir quoi faire en cas de problème et surtout quel professionnel de santé consulter. Et ça, ce sont des chiffres quand même assez impressionnants parce qu'on voit que la population est relativement bien informée.
Alors, c'est un fait qu'avec la période de Covid et la période qui en a suivi, eh bien, il y a eu beaucoup de campagnes, hein, que ce soit des mutuelles, des employeurs, mais vraiment du monde médical. Et il y a eu beaucoup de campagnes en faveur de la santé mentale. Et ici, tout porte à croire que voilà, ça a été très bénéfique. Il y a aussi eu pas mal de soutien dans les écoles et on l'a vu sur les lieux du travail. Donc, il faut vraiment que cette tendance continue à se développer et montrer une prise de conscience de cette problématique de santé mentale qui ne doit pas rester tabou. Alors, comme je le disais, une personne sur deux a confiance dans le système de santé et estime que les gens sont relativement bien soutenus. Ça, c'est très, très positif et c'est vraiment supérieur par rapport à la moyenne européenne. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un message positif sur une amélioration de la santé mentale et surtout sur l'abaissement des barrières pour les personnes qui cherchent de l'aide. Alors, que font les Belges quand ils ont des problèmes de santé mentale? Eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment le cercle de la famille qui est extrêmement présent et des amis avec 41 et 32%, allant même jusqu'à 42% pour la population plus jeune. Mais on constate quand même que 26% d'entre eux consultent des professionnels de la santé. Ça, c'est quand même très, très important et intéressant. Et de nouveau, c'est une preuve que les stigmates autour de la santé mentale diminuent. Et là, on pense vraiment qu'on va dans le bon sens. Alors, il est vraiment important dans ce cadre-là que les gens comprennent à quel moment il est essentiel de se diriger vers les professionnels de santé. Parce qu'on ne peut pas constamment parler des problèmes avec sa famille et les amis. À un moment donné, il faut prendre vraiment des mesures qui soient productives. Alors, on constate aussi qu'il y a une évolution positive dans l'accessibilité des réseaux. Les gens peuvent de plus en plus avoir de soutien parmi ces réseaux, non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi dans leur famille et les amis. Donc, voilà, je crois que la situation n'est pas désespérée. On va vers un mieux, mais on verra comment on peut encore un petit peu corriger la situation. Et tu vois en fait que ce sont ici les plus âgés qui n'ont pas vraiment l'habitude d'en parler, oui. Alors que pour les jeunes, ça devient très normal de commun, partager. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a peut-être encore un peu plus de gêne vers la population plus âgée. Oui. Et l'autre point positif, justement, pour les Belges, c'est qu'ils arrivent à prendre des actions quand ils sentent que ça ne va pas bien. Donc, les Belges sont assez proactifs et ils gèrent par eux-mêmes leurs problèmes, notamment, comme on l'a dit, en discutant avec la famille et les amis, mais aussi en faisant de l'exercice, en se détendant et en ayant une bonne alimentation. Ça, c'est quand même justement des points clés, des points phares, et c'est une très bonne chose qu'il y ait une certaine proactivité de la part des Belges. Alors, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un équilibre entre le partage d'expériences et la prise de mesures positives. Et c'est important que les individus se sentent soutenus aussi et qu'ils sachent à quel moment ils doivent justement faire ce pas pour aller vers les professionnels de la santé. Alors, on parle ici d'alimentation, d'exercice physique, de sommeil. Je crois que c'est justement les thèmes d'un programme que vous avez développé chez AXA. Oui, tout à fait. Je vais revenir tout à l'heure un peu dessus. Mais voilà, en effet, on a investi dans un programme plutôt de prévention, où les grands blocs sont le sommeil, la nourriture et bouger, donc le mouvement, le sport. Et le troisième, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait étrange non plus, c'est la déconnexion ou la surconnexion. Donc voilà, je vais expliquer un peu plus après. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que même si utiliser les médias sociaux et l'Internet et tout ça, ça peut peser, mais qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui trouvent quelque part un soulagement dans une application qui offre des conseils et tout. Donc, c'est quand même le médaille à deux revers. Quand même, tout à fait. Exactement. C'est la transition vers le 4e point, avec justement le rôle du digital. Le rôle du digital. On va le voir, c'est un facteur de détérioration de la santé mentale, mais d'un autre côté, c'est une source immensément riche d'informations. Donc,
comme on l'a dit, l'utilisation excessive des réseaux a un impact négatif, et c'est vraiment ici le mot excessif qui est important. Et on constate quand même que 34% de la population, c'est énorme, hein, c'est quand même un tiers, déclare que l'utilisation excessive des outils digitaux a un impact négatif sur la santé mentale. Et donc, ça veut dire que les gens en sont conscients. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ils en sont conscients, ils ressentent les effets. Et ce pourcentage est à plus de 50% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Alors là, on voit évidemment que la connectivité constante pour les jeunes pousse à les rendre toujours disponibles. D'un côté, à cet âge-là, l'utilisation de la technologie a vraiment une incidence sur le bien-être beaucoup plus élevée que chez les personnes plus âgées. Il y a cette création maintenant d'un sentiment de devoir toujours être actif, toujours disponible. Il faut répondre immédiatement. On ne va pas laisser un message sans réponse. Il y a aussi cette tendance à constamment voir des choses irréalistes. Tout sur les réseaux sociaux paraît magnifique, c'est la perfection. Effectivement, on met rarement une photo de soi dans les mauvais jours, mais c'est plutôt quand on est dans un endroit paradisiaque qu'on se montre un peu plus. Et donc forcément, mais les gens ont du mal à s'y retrouver et ça apporte un sentiment d'inadéquation. Et malheureusement aussi, il y a le phénomène du doom scrolling. C'est vraiment le fait de passer compulsivement son temps sur les réseaux sociaux pour faire défiler une masse de contenu négatif ou plus généralement du contenu de façon excessive. Et c'est ce que font les jeunes aussi sur TikTok, sur le réel. Ils scrollent énormément. Dès qu'un sujet ne les intéresse plus, ils passent. Et donc en fait, le cerveau, il est constamment en ébullition et ils ne sont jamais au repos, jamais à l'arrêt. Et donc voilà, ça souligne qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Il y a des avantages aux réseaux sociaux, on va le voir dans quelques instants, mais l'usage excessif des réseaux est vraiment très, très, très dangereux pour une grande majorité de la population. Alors, on l'a dit, ça peut être aussi positif. Internet et les réseaux sociaux sont vraiment des sources d'informations très, très utilisées pour s'informer sur la santé mentale. Mais on voit quand même que chez nous, on a 58% de la population qui se dirige d'abord vers les professionnels de santé. Et ça, c'est quand même très, très important. Donc, pour les jeunes, on voit que les sources d'information, c'est 31%. Et oui, je n'ai pas ce détail-là ici, mais effectivement, les jeunes se dirigent quand même encore très, très fort vers les membres de la famille et les amis, 38%, ce qui est bien. Ça veut dire qu'il y a quand même une cohésion. Le tissu social est là. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir vraiment trouver, c'est l'équilibre entre cette information numérique et trouver le bon moment où l'information numérique ne suffit plus, mais où il faut vraiment aller consulter un professionnel pour avoir accès au soutien approprié. Alors, justement, en parlant de santé numérique, eh bien, on voit qu'un Belge sur 4 a déjà eu recours à un type d'application pour surveiller sa santé mentale. C'est quand même très positif. Il y a une acceptation de la technologie, mais aussi une volonté de suivre. Alors, c'est quoi ces applications? Ça peut être des chatbots thérapeutiques, des applications de méditation, des applications qui surveillent le sommeil, aussi quand même des plateformes de soutien social et des plateformes de thérapie virtuelle. On voit évidemment que ce chiffre est plus élevé, 58% de la population chez les jeunes, c'est normal, mais voilà, il faut que toutes ces applications soient vraiment considérées comme un complément et pas comme une substitution au soutien des professionnels. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'impact du stress sur la vie professionnelle, mais également l'impact de la vie professionnelle sur sa charge mentale. Et donc là, on voit que, sans surprise, il y a un certain nombre de facteurs professionnels qui ont un impact négatif sur la santé mentale et évidemment parfois accentué chez les jeunes. Donc, chez les jeunes, on voit que ce qui est particulièrement problématique, c'est le style de management, le manque de développement personnel et professionnel, la rémunération, l'instabilité de l'emploi, la culture d'entreprise. Mais je pense qu'on y reviendra également tout à l'heure. Pour la population en général, on voit quand même que 56% des Belges subissent une forte pression au travail et des délais serrés. 53% des salariés déclarent que le style de gestion et de leadership sont toxiques.
Et 42% déclarent avoir du stress du fait de l'utilisation des outils numériques et du développement de l'intelligence artificielle. En soi, ce n'est pas surprenant. J'imagine que tu n'es pas très surprise par ces facteurs stressants. Non, je pense que je reconnais... Ik ging Nederlands spreken en ik vergeet het altijd. Ik herken zeker wel een aantal zaken die bij ons ook wel naar boven kunnen komen. Managers zijn superbelangrijk. Ik denk dat zij, en dat zien wij ook in surveys die we doen, dat voor hen nog altijd de belangrijkste interlocuteur is van de medewerker. Dat is de directe manager. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook inzetten op die managers om hen goed te omringen, om hen goed op te leiden, om ervoor te zorgen dat zij eigenlijk die rol kunnen aankunnen, omdat dat toch ook wel belangrijker en belangrijker wordt. En we zien ook dat die rol moeilijker wordt, omdat je ook wel in een omgeving zit met veel polarisatie, met toch ook wel steeds moeilijkere problematieken, et cetera. Dus die managers moeten echt wel ondersteund worden. Daarnaast, de arbeidsmarkt staat wel hard onder druk. Hè. We hebben het ook wel moeilijker om de juiste mensen op de juiste plaats met de juiste opleiding te zetten. Dus dat vraagt ook wel veel meer energie. En ook juist, ik vind, de werkdruk is hoog. Wordt toch ook gegeven als een factor die stress veroorzaakt. Maar je moet dus dan ook als werkgever ervoor zorgen dat je genoeg mensen hebt om het werk te doen. En dat zie je nu net vandaag, dat ook wel wat moeilijker wordt. Want wat zien we? We hebben een enorme demografische uitdaging. De arbeidsmarkt wordt kleiner. Voor heel de generatie babyboomers die in de komende jaren allemaal met pensioen gaan, voor elke 10 die vertrekken, komen er maar 7 of 8 terug op de arbeidsmarkt. Dus dat stelt ons wel voor een uitdaging. En dat stelt ons ook voor de uitdaging van, kijk, we moeten misschien ook mensen aanwerven die we zelf gaan opleiden, met een goede mindset. En heel het AI-stuk, dat uiteraard wel, en waarschijnlijk ook terecht mensen wat schrik aanjaagt, denk ik ook dat we als werkgever dat ook voor een stuk moeten omdraaien in een opportuniteit. Want de grote uitdaging zal zijn is van, oké, als we dat omdraaien naar een opportuniteit, dat kan de werkdruk misschien helpen onder controle brengen, dan moeten we er wel voor zorgen dat onze mensen niet bang zijn van AI, maar dat ze het eerder zien als een soort van hulpmiddel en hoe dat ze daarmee omgaan en hoe dat ze kritisch blijven ten opzichte van wat dat er komt. Dus ik denk dat we de komende jaren daar echt wel onze energie ook moeten insteken om de mensen daarmee te helpen. Dat is dat change management en die upskilling rond heel dat digitaal verhaal en die AI en die toolings. Ja. Beaucoup de sujets à traiter et à développer. Ouais. Tout à fait. Mais voilà, on croit que c'est vraiment important, vu pour la population entre 18 et 55 ans, ces facteurs sont bien réels. Alors, ce qui est bien réel, malheureusement aussi, c'est que 60% des travailleurs belges évaluent leur niveau de stress entre 6 et 10. Et donc ça, par contre, c'est nettement supérieur à la moyenne européenne. Et c'est encore plus le cas pour les 18-34 ans où l'on monte jusqu'à 69%. Donc voilà, ici la Belgique, elle se distingue des autres pays par son haut niveau de stress professionnel, malgré beaucoup de campagnes qui ont été déployées, des campagnes de sensibilisation. Les chiffres restent élevés, mais voilà, ça fait partie des facteurs extérieurs dont on a parlé tout à l'heure, cette incertitude qui persiste pour les gens dans le monde professionnel. Alors, évidemment, le stress professionnel a un impact sur la vie quotidienne. Et là, je ne vais rien t'apprendre non plus parce que tu vas voir qu'à nouveau, ce sont des thématiques que vous traitez dans vos programmes. Et on voit qu'en premier lieu, c'est les troubles du sommeil, évidemment, et également les symptômes physiques, maux de tête, tension musculaire. Voilà, là, c'est sûr que c'est confirmé aussi par les incapacités de travail, avec les troubles musculo-squelettiques, qui sont quand même la deuxième cause la plus importante de l'absentéisme, la première étant la santé mentale. Et donc, l'impact, évidemment, aussi sur la diminution de la motivation et de la productivité. Quand on ne se sent pas bien, évidemment, on n'est pas en pleine capacité de travailler, de performer. Et donc, voilà,
de nouveau, on le verra, quelle est l'importance de mettre en place des structures de soutien sur le lieu de travail, même si ces problèmes ne proviennent pas que du travail, mais en tout cas, l'impact est là. Et sur ce point, évidemment, Else nous détaillera dans quelques instants les différentes initiatives qui sont prises. Et enfin, je crois que ceci est vraiment très important, c'est de comprendre que un salarié sur 2 indique que son entreprise dispose d'une politique visant à promouvoir le bien-être. Donc ça, c'est vraiment un élément très, très positif. Mais ce qui est important surtout, c'est que l'entreprise mette en place cette politique, mais qu'elle l'applique. Et donc, évidemment, en Belgique, on a une législation assez forte sur le bien-être, avec des obligations légales en matière de risques psychosociaux que l'employeur doit respecter. Mais donc, évidemment, il ne suffit pas d'avoir une politique pour se dire tout est sous contrôle. Il faut surtout avoir les comportements qui sont en accord avec cette politique. Et on constate également que 51% de la population, ça c'est quand même énorme, on voit que ça monte jusqu'à 65% chez les jeunes, attendent de leur employeur un soutien en matière de santé mentale. Et donc, j'entendais tout à l'heure, oui, on ne veut pas non plus s'ingérer dans la vie des gens. Non, mais finalement, on voit ici qu'il y a une attente. Les gens souhaitent vraiment que l'employeur s'implique et leur offre des possibilités à ce niveau-là. Alors, bon, sans surprise, ces constatations nous offrent une transition idéale, Else, pour qu'on puisse te donner la parole et que tu puisses nous dire concrètement comment chez AXA, en tant qu'employeur, vous gérez votre stratégie RH en matière de bien-être mental des collaborateurs. Oui, voilà, inderdaad. Ik kan er uren over spreken. Ik ga het proberen samen te vatten. Maar dus, ja, wat heeft allemaal een impact op de gezondheid van medewerkers? Hè? Ik denk het eerste wat we doen, en we zijn er een aantal jaren mee begonnen, is dat we gaan, zoals de Mind Health Survey, maar ook intern, duiken wij echt in de cijfers. We gaan echt kijken van, oké, welke data hebben we als HR? Worden we meer data-driven? Is dat de belangrijkste taak van HR? Misschien niet, maar het helpt ons als HR wel om ons te professionaliseren en om te kunnen spreken met onze business van, kijk, we zijn gaan data crunchen en we hebben daar een overdreven absenteïsme gevonden en in een andere dienst zien we dat we heel veel mensen hebben die met pensioen vertrekken de komende 2 jaar. Dus we kunnen eigenlijk veel beter onze strategie gaan afstemmen op de juiste noden. En dus dat is dat stuk monitoring, waar dat ik daar inderdaad zet van, dat zijn we gaan doen. We zijn ook gaan een aantal transversale dingen ontwikkelen. Want die monitoring, dat helpt ons om inderdaad in teams te gaan deepdiven van we moeten daar iets doen rond absenteïsme. In een ander team moeten we meer gaan recruteren. Dus het helpt ons om echt onze actieplannen heel concreet te maken. Maar uit heel die data en het regelmatig updaten ervan, halen we ook een aantal transversale dingen die ik hier voor jullie heb opgesomd en die moeten helpen om eigenlijk te zorgen dat het bedrijf goed georganiseerd wordt. Want uiteraard, dat heeft ook een invloed op de gezondheid van de medewerkers. Als je constant stress hebt, omdat er niet genoeg mensen in je team zijn, of omdat er heel veel mensen ziek zijn. Dus dat is eigenlijk al voor mij een belangrijke taak van HR. Ik heb de dingen hier opgesomd. We moeten zorgen dat onze open posities goed ingevuld worden met de juiste mensen. We werken constant aan het verbeteren daarvan. Ik weet dat wij 80% van onze functies vrij gemakkelijk op een fluïde manier kunnen invullen, maar 20% van onze functies zijn toch moeilijk in te vullen functies. Ik weet niet van welke sectoren de mensen in de Zoom zijn, maar ik hoor bijvoorbeeld in de verzekeringen, je hebt actuaris, underwriters, heel veel mensen zoeken IT-profielen en zo, dus dat blijft wel iets waar we op moeten inzetten. We moeten inzetten op
het behouden van kennis en ook het transfereren van kennis. Hè. En ik sprak daarnet over de jongeren die binnenkomen. Hè. We hebben natuurlijk een heel belangrijke taak om die jongeren goed op te leiden, om ervoor te zorgen dat die zich goed voelen, om hun functie op een juiste manier te kunnen invullen. We hebben My Talent Compass, dat is eigenlijk een traject rond carrièreperspectief. Dus we zien ook dat eigenlijk heel veel mensen die vrij snel bij ons vertrekken, we doen altijd exit-interviews, en wat we vragen van, oké, waarom ga je eigenlijk weg? Dan krijgen we toch als eerste reden, ik had geen zicht op mijn carrière, wat dat de mogelijkheden waren in mijn carrière. Dus het bieden van carrièreperspectieven en hoe dat je kan evolueren, ofwel binnen je job, ofwel naar een andere job. Dat is iets waar dat we veel transparanter rond willen werken. En dan eigenlijk het stuk dat samenhangt met absenteïsme, dat is het stukje work availability. Hoe kunnen we... En absenteïsme is daar uiteraard een heel belangrijke hefboom in, samen met andere afwezigheidsdagen. Hè. Maar we zien ook bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar de work availability, zien we dat in de operationele departementen, waar mensen veel minder autonomie hebben rond hoe deel ik mijn job in en zo, dat de work availability veel lager is, dat ook bijna 10 à 12 dagen verschilt op een jaar tijd, wat dat echt best wel veel is. En dan hebben we ook, en ik denk dat ook veel bedrijven daar momenteel mee bezig zijn, is het multi-generation stuk, waar dat we vroeger eigenlijk mensen hadden bijna op tussen 55 en 58 die thuis bleven. Zien we nu met de verlenging van de carrières, de pensioenleeftijd naar 67. Maar je zet eigenlijk je houdt een generatie aan het werk die zich vroeger bezighielden met kleinkinderen, zorg voor ouders. En die je eigenlijk nu ook uit die mensen moeten dat ook doen, maar die moeten ook nog langer werken. Dus heel dat multi-generation stuk en hoe dat je eigenlijk een betere einde carrière op een kwaliteitsvolle manier die mensen gemotiveerd en gezond aan het werk houdt, ja, dat is ook zeker iets waar dat we mee bezig zijn. Wat dat we ook hebben, en ik ga in feite... En daar deze slide ga ik niet te lang op blijven hangen. We maken deel uit. AXA België is natuurlijk deel van een grote groep. We zijn een worldwide groep. En die groep die communiceert en die moedigt ook heel erg het WeCare stukje aan. Want... Dat is het WeCare-programma is een programma dat ook door de groep werd gelanceerd en waar verschillende stukken in zitten. Ik heb al een stukje gehad over... Ik ga het dadelijk over SHAPE hebben, dat kadert in het Healthy You-programma. De Parental Policy, dat is een wereldwijde politiek waarin dat wij echt meer... flexibiliteit bieden aan ouders, omdat dat ook een groep van medewerkers is die regelmatig onder druk staan. De combinatie werk en opvoeden van kinderen. En dan heb je de caregiver policy, dat is dan meer gericht op de generatie die bijvoorbeeld voor ouders moet zorgen of voor familieleden, kan ook voor kinderen zijn. En het stukje waar dat we ook flexibiliteit geven aan mensen die te maken hebben met intrafamiliaal geweld. Maar in eigenlijk dat Healthy You-programma, waar dat we vandaag eigenlijk wat meer de aandacht op vestigen, zie je hier eigenlijk alle stukken, alle luiken waar dat we eigenlijk op inzetten. Medische check-ups, employee assistance, EAP-programma's. Dat is programma's waar dat je de medewerkers eigenlijk kunt aansluiten, zodat zij psychologische hulp kunnen krijgen. We zijn daar al een aantal jaren geleden mee begonnen. We zijn... Ondertussen zien we toch wel dat mensen... Toch wel in het begin was de drempel nog hoog. Maar we zien wel dat mensen daar toch meer en meer... beroep op doen, ook voor hun familieleden. De Health Days, ja, daar kadert ons SHAPE-programma in en daar ga ik dadelijk op terugkomen, maar ook vaccinatie. De Digital Medical Check-up, dat is iets dat we om de 2 jaar doen en dat we ook dit jaar, nu in september, opnieuw gaan lanceren. Je hebt het stukje
dokters online, is dat voor ons telemedicine. Maar dat zijn allemaal dingen, en ook de second medical opinion en het reïntegratiebeleid, dat zijn dingen waar dat de groep ons allemaal aanmoedigt om politiek rond op te zetten, en waar dat wij ook heel veel aandacht aan geven voor de medewerkers. Maar ik denk ook, Marie, dat als verzekeraar, want ik weet dat jouw team en het HR-team ook wel regelmatig samenwerken, omdat wij wel politieken hebben die voor jullie ook interessant kunnen zijn en die jullie dan ook wel omzetten in dingen die de klanten eventueel zouden kunnen overnemen. Oui, tout à fait. En effet, évidemment, nous, en tant qu'assureurs, on souhaite vraiment aussi offrir la possibilité aux employeurs de fournir quelques services de prévention à leurs collaborateurs via nos assurances. Et donc, notamment, nous avons inclus dans l'assurance incapacité de travail 3 services en prévention qui ont particulièrement leur importance à l'heure actuelle puisqu'ils sont liés à la santé mentale. Alors, nous avons développé l'année passée le Mind Health Health Check, qui est en fait un outil d'auto-évaluation du bien-être mental, qui comporte 2 questionnaires. Le premier questionnaire sur la santé mentale générale, qui a d'ailleurs la même base de questions que notre Mind Health Report, et ensuite un deuxième questionnaire sur le bien-être mental au travail, qui répond justement aux obligations légales que les employeurs doivent suivre concernant les risques psychosociaux. Et donc là, notre but est vraiment d'aider les PME notamment à entreprendre cette analyse des risques psychosociaux, parce qu'on se rend bien compte que certaines d'entre elles n'ont pas les ressources financières ou humaines pour justement faire ce genre d'analyse. Nous avons Doctors Online ici, disponible donc pour les assurés. Ils peuvent bénéficier d'une vidéoconsultation avec un psychologue dans les 30 minutes. Alors évidemment, ce n'est pas le but de faire une thérapie long cours, non, mais le but est vraiment d'être présent au moment où la personne en a le plus besoin. Et donc, dans les 30 minutes, ça a beaucoup de valeur. Et évidemment, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, un trajet de réintégration, c'est notre accompagnement multidisciplinaire qui est délivré par un partenaire externe, qui est d'ailleurs le même que chez vous en HR, pour toutes les personnes qui sont en incapacité de travail en raison de maladies psychologiques. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir un accompagnement avec des coachs, des psychologues, même de la sophrologie, c'est très vaste, pour que la personne revienne dans les meilleures conditions au travail. Donc là, voilà, on ne cherche pas ici à se substituer à l'employeur, mais évidemment, voilà, toutes les entreprises n'ont pas l'occasion de mettre autant de choses en place, et donc on souhaite vraiment les y aider. Ja, absoluut. En dat is voor ons... wij zijn uiteraard een grote werkgever en wij zijn een verzekeraar waar dat uiteraard de nadruk wel ligt op gezondheid en welzijn van medewerkers, omdat dat ook een deel van ons DNA is. Maar wat dat wel heel leuk is dat wij die soort van kruisbestuiving kunnen doen tussen de verzekeraar en HR, en dat wij bijvoorbeeld dingen ter beschikking stellen aan onze personeelsleden die de verzekeraar aan de verzekerde geeft, maar dan ook omgekeerd, dat wij dingen ontwikkelen die zij kunnen hergebruiken voor de klanten. Gewoon eventjes om af te sluiten, denk ik, want we zijn al lang aan het praten. We hebben niet alleen curatief interventies, maar we moeten ook wel heel hard werken op preventie. En wat dat we een aantal jaren geleden is het eigenlijk gestart zijn, dat is het SHAPE-programma. Het SHAPE-programma is eigenlijk echt een heel preventief stuk. En ik sprak daarnet over die digital check-ups. Dat is eigenlijk een 2-jaarlijkse enquête die in heel de groep gedaan wordt en waar dat mensen eigenlijk antwoorden op vragen over hun fysieke, maar ook mentale gezondheid. Dat is allemaal anoniem. En we hebben eigenlijk in België gezegd, die digital check-up om de 2 jaar, die gaan wij gebruiken om een soort van preventief programma te ontwikkelen. En ik denk dat we dit jaar de 3e keer, want dat is in COVID ergens gestart, de eerste keer, en het is om de 2 jaar, dus ik denk dat we dit jaar voor de 3e keer die check-up doen. En we zijn eigenlijk, na de eerste zijn we eigenlijk begonnen met dat SHAPE-programma rond 4 blokken. Meer bewegen, beter eten, beter slapen en deconnectie. Omdat dat eigenlijk de 4 dingen waren die uit die bevraging naar boven kwamen als aandachtspunten. En dan grijp ik terug naar hetgeen dat jij gepresenteerd hebt en wat dat mensen doen
om zich beter te voelen. Het gaat vaak over gezonder eten, meer bewegen, beter slapen. En in feite, zo hebben we dat SHAPE-programma ontwikkeld. En ik ga nu een voorbeeld geven. Dat is eigenlijk... Het is niet echt rocket science. Het is vrij gemakkelijk toe te passen. Bijvoorbeeld rond eten hebben wij een aantal hybride workshops gegeven van hoe kan ik simpele gerechten maken die toch gezond zijn. We hebben ook iets gedaan rond diabetes en voeding. We hebben iets gedaan rond cholesterol. We hebben bijvoorbeeld rond slapen hebben we samengewerkt met een professor in de neurologie die een aantal webinars heeft gegeven, maar heel concreet, hoe komt het dat je misschien niet goed slaapt? Je kan uiteraard stress hebben, maar bijvoorbeeld op je scherm zitten 1 uur voor je gaat slapen is eigenlijk ook helemaal niet bevorderlijk. En dus zij gaf ook echt superconcrete tips. Die webinars die werden echt vrij massaal gevolgd. Zij heeft ook een aantal workshops gegeven in teams waar dat er echt een behoefte was. Ook rond deconnectie zijn er workshops gegeven. Dus rond bewegen zijn we bijvoorbeeld een padel geen club, maar een activiteit waar dat medewerkers van AXA zich regelmatig eens kunnen gaan uitleven op een padelveld. Maar bijvoorbeeld, wij doen ook Start to Run. Dus het is absoluut niet super, hoe moet ik dat zeggen? We hebben het warm water niet opnieuw uitgevonden, maar we proberen dat wel zo wat te consolideren en zo eigenlijk zonder echt te willen ingrijpen op het leven van mensen, toch iets te geven, een soort van handvaten van, hoe kan ik nu hoe kan ik als medewerker ervoor zorgen dat ik me beter voel, dat ik voilà. En heel dat preventief stuk is iets waar we ook wel trots op zijn, want medewerkers appreciëren dat ook heel erg. We zouden graag nog een beetje meer bereik hebben, want vaak is het zo dat degenen die het misschien het meest nodig hebben, het moeilijkste zijn om te bereiken. Maar voilà, het geeft ons toch veel materie om onze medewerkers eigenlijk ter beschikking te stellen, zonder dat het echt super gecompliceerd is. Dus ik ga hier stoppen, want ik zie dat we bijna aan het einde van het uur zijn. Ik wil toch nog eventjes tijd laten voor vragen. Maar ik wil je ook bedanken, Margriet, dat je dat vandaag met mij gedaan hebt. Avec plaisir. En tout cas, voilà, je peux témoigner en tant que collaborateur AXA que toutes ces initiatives sont bien visibles et qu'on en parle entre nous. Donc, je pense que même si tout le monde ne les suit pas, ce sont vraiment des exemples de la vie quotidienne et donc c'est très facile à appréhender. Donc, voilà. Oké, we zien niemand, maar als er vragen zijn... Wacht, ik ga eventjes naar de Q&A-box. Zeer interessante inzichten. Worden deze voornamelijk top-down ontwikkeld? Of worden de medewerkers ook actief betrokken bij de uitwerking van beleid en acties? Wel, als bedrijf gaan we meestal wel onze dingen testen. Wij proberen regelmatig momenten te organiseren waarbij dat we in contact gaan met medewerkers, zoals zo van die speed datings of worldcafés, waar dat we dan mensen naartoe komen om in feite input te geven over het beleid. En de digital check-up is natuurlijk het tool bij uitstek om de input van de medewerkers te vragen. Want ik weet, wij maken daar wel wat buzz rond. En we vragen ook aan iedereen van moedig de mensen aan om dat in te vullen. En ik denk, als ik me niet vergis, de vorige keer hadden wij toch meer dan 50% van de medewerkers die enquêtes invullen. En dan heb je wel al een goede basis in feite om je beleid te gaan bepalen. Dus ik hoop dat we lanceren de Digital Check-up nu terug eind september. Dus ik hoop dat we weer zoveel input krijgen, want dat helpt ons dan. En dat hangt voor ons ook samen met ons well-being-beleid en hetgeen dat wij in ons CPBW doen. Dus onze actieplannen, die worden ook daarop afgestemd. Dat is zeker een heel belangrijke bron van informatie. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn of dat iemand een mondelinge vraag wil stellen. Ou en français, c'est possible aussi.
Ik zie geen vragen meer in de Q&A. Oui, bien, alors voilà, je pense qu'on peut conclure ici alors notre présentation. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette vue d'ensemble sur la santé mentale de la population belge et ainsi que sur tous les exemples des initiatives que les employeurs peuvent mettre en place pour soutenir au mieux leurs collaborateurs dans évidemment ce contexte actuel marqué par de nombreuses incertitudes. Donc vraiment merci Else pour toutes ces initiatives que tu nous as présentées. Voilà. Et voilà, nous sommes bien évidemment aussi à disposition si jamais il y aura des questions après. Vous pouvez toujours nous contacter ou via les organisateurs des webinaires, je suppose aussi. Donc voilà. Goedemiddag.